Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description les offres de fin d'année. Voilà, on ne peut pas dire qu'on soit serein avant d'entendre vos chiffres, mais on vous laisse faire. Merci Véronique. Bon, bonjour à toutes et tous. Alors pour répondre à Véronique, ça doit être ma 6e édition, je pense. Je suis arrivé en 2018. 6e édition de présentation de chiffres. En temps normal, je le présentais avec mon duettiste d'audience, Philippe, qui est dans la salle. Maintenant, j'ai changé de duettiste, mais c'est toujours audience. Par rapport à l'an dernier, on avait évoqué, lorsqu'on avait présenté l'étude, on avait évoqué le début de la crise sur l'emploi dans le cinéma d'animation. Crise qui était due, entre autres, au désengagement des plateformes et au... Ah oui, comme ça, ah, d'accord. Oui, c'est bon. Oui, crise qui était notamment due à la réorganisation des acteurs internationaux et au désengagement des plateformes dans les commandes. Là, on avait présenté certains indicateurs sur les contrats, sur les volumes d'heures. Et en fait, vous verrez dans cette étude que tous ces indicateurs sont confortés. Ils sont plus bas par rapport à la question de Véronique. Par contre, des grandes tendances de fond qu'on a vues depuis 2018, elles sont aussi confortées. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pense à la parité, par exemple. Je vais laisser Thomas se présenter et puis réexpliquer la méthode de l'étude. Et puis, on va commencer. Alors bonjour à toutes et tous, moi du coup c'est mes premières RAF en tant qu'intervenant. Voilà, donc moi je travaille, je suis responsable des études au Data Lab au sein d'Audience. Voilà. Je vous laisse découvrir les différents points que nous allons aborder au cours des 20 prochaines minutes. Pendant ce temps-là, je vous fais un petit point méthodologie pour dire comment ces indicateurs sont créés. Alors, Audience, c'est le groupe de protection sociale, de la culture et des médias. Dans le cadre de nos missions de gestion de retraite complémentaire, de caisse des congés spectacles et d'assurance en santé et en prévoyance, nous recevons les DSN, donc les déclarations sociales nominatives. Et à partir de ces DSN-là, de ces données-là, on peut mesurer l'activité économique sur un périmètre donné. Donc ce périmètre, il est établi par Anim France, comme pour les années précédentes. On va regrouper les pure players de l'animation. On sait que l'animation peut avoir des frontières poreuses avec la production audiovisuelle ou avec les prestations techniques. Ici, on va se concentrer sur les entreprises pure players de l'animation. La période d'observation, elle sera un peu plus réduite que sur les précédentes éditions. On va se concentrer sur les années 2018-2024. Et en bonus, à la fin, on aura des perspectives pour 2025. Voilà. Petite précision, il y a eu un petit changement de méthodologie cette année par rapport aux années précédentes vis-à-vis des réalisateurs. On s'est aligné sur France Travail, qui les considère juridiquement comme des artistes. Et donc, on ne les a pas comptés dans le périmètre, mais notez que toutes les tendances qui vont être présentées après ne seront pas impactées par ce changement. Voilà. Alors, juste, je rajoute que dans le slide, c'est vrai qu'on fait 2018-2024, mais on a fait apparaître par rapport à l'an dernier les baisses par rapport à l'an dernier, donc 2023, par rapport à 2022 aussi, enfin par chiffre 2023 et chiffre 2022, puisque 2022, c'est le pic d'activité. Et c'était pour montrer les infléchissements de manière un peu plus illustrative. Voilà. Alors la baisse d'emploi qui avait été constatée en 2023, elle s'est accentuée en 2024. Donc, en 2024, la production de films d'animation, c'est plus de 200 entreprises, plus de 9100 salariés et près de 230 millions d'euros de masse salariale. On constate ici, donc là on a nos 3 indicateurs, le nombre d'entreprises, les effectifs et la masse salariale. C'est en bas sens, c'est-à-dire qu'on regarde l'évolution avec 2018 en valeur de référence. On constate une évolution du nombre d'entreprises, avec une hausse notamment de 2% en 2023. Bon, alors cette augmentation, elle n'est pas du tout révélatrice de la dynamique réelle du secteur. En effet, entre 2023 et 2024, on a une baisse des effectifs de 8%, on a une baisse de la masse salariale de 10%, et quand on compare 2024 avec 2022, qui est donc
le point culminant pour l'animation en termes d'activité, on a une masse salariale qui a baissé de 15%. Je vais faire un petit point sur les entreprises. En fait, vous avez une hausse de 2% par rapport à 2023. Je rappelle un peu le panorama des entreprises qui, lui, ne changent pas. Enfin, il change quand même. Et le changement est une illustration aussi de la situation économique. Mais globalement, il ne change pas par rapport à l'an dernier. Il y a 14 entreprises qui représentent plus de 50% de la masse salariale du secteur. C'est à peu près les mêmes chiffres que l'an dernier. Vous avez 83% des entreprises qui déclarent 10 ou moins de 10 salariés permanents. On a vu tout à l'heure, il y avait une définition sur les permanents. C'est CDI plus CDD, des CDD hors CDDU, inclut les alternants et les personnes en contrat de professionnalisation. Alors, là où vous avez un petit indice sur les entreprises, c'est que vous avez 45 entreprises qui ont déclaré plus d'1 million de masse salariale en 2024, et c'est moins que 11 de moins qu'en 2023. Donc il y a une masse salariale, dans cet exemple-là, vous avez une masse salariale qui baisse dans ces entreprises-là. Alors, on va regarder si cette crise elle a impacté de la même manière les CDI et les CDD d'usage. Alors, ce qu'on constate pour les CDI, donc, qui sont à peu près 1200 dans le secteur en 2024, on observe une baisse de 2% en 2023. Alors, par rapport à 2023, la baisse n'est pas énorme, mais fait notable, c'est la première fois que le nombre de CDI baisse dans le secteur depuis... en tout cas sur les 20 dernières années. Le nombre de CDI avait toujours augmenté. Pour la première fois en 2024, il baisse. Alors que pour les CDDU, cette baisse avait déjà commencé en 2023. Donc la crise a touché les CDI après avoir impacté les CDDU. Concernant les CDDU qui représentent 84% des contrats, on a à peu près en 2024 à peu près 7700 CDDU dans le secteur, c'est 11% de moins qu'en 2022. Donc, qu'en 2022, et entre 2023 et 2024, c'est une baisse record des effectifs avec une baisse de 9% en une année. Et pour la masse salariale, c'est des chiffres, des écarts encore plus forts, puisqu'entre 2022 et 2024, on a une baisse de 21% de la masse salariale, donc c'est 1/5 de la masse salariale en moins en 2024 par rapport à 2022. Oui, alors sur ce slide, en fait, bon, les CDDU, c'est vraiment l'indice, parce que c'est l'indice de l'activité. Comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, la majorité des salariés, en tout cas sur la production, création, fabrication, sont en CDDU. Donc une forte diminution montre qu'il y a vraiment une baisse d'activité. Concernant les CDI, l'an dernier, quand on avait présenté l'étude, on s'était aperçu qu'au niveau les CDI se portaient plutôt bien. Là, vous voyez ce qu'on avait pointé, c'était que justement les effets de la crise allaient impacter les CDI, mais dans un temps plus long qu'une année. Et là, on en voit l'illustration. Il faut voir qu'il y a une forte augmentation de CDI dans le secteur depuis 2018, ce qui était un indice en fait de structuration des entreprises, c'est-à-dire il y avait le nombre de CDI avait fortement augmenté. C'était aussi aidé par des leviers type fonds PEPS qui ont été utilisés, qui ont permis la structuration, qui sont des aides à l'emploi. Mais là, on voit vraiment qu'il y a un impact sur la baisse d'activité sur les salariés permanents des entreprises. Alors on a un autre indicateur pour mesurer l'activité du secteur, en plus des effectifs et de la masse salariale, c'est le volume de travail, en heures déclarées ou travaillées. Donc en 2024, on a 8 millions d'heures déclarées dans le secteur, c'est 19% de moins qu'en 2022. Et quand on regarde dans le détail, c'est surtout les CDDU qui ont baissé leur volume de travail, puisque pour les CDDU, la baisse des heures déclarées, elle est de 25% sur la même période, entre 2022 et 2024. Donc le volume de travail global, il a diminué, mais ce n'est pas tout, le nombre d'heures par salarié a également baissé. En 2024, un CDDU déclare dans le secteur en moyenne 777 heures de travail. C'est 6% de moins qu'en 2023 et 16% de moins qu'en 2022. Donc, ce que ça veut dire, c'est que non seulement on a moins de salariés, mais les salariés qui restent, eux-mêmes, ont moins de volume de travail. Un dernier indicateur qui indique bien ça, c'est que quand on regarde les CDDU qui effectuent plus de 1000 heures de travail dans l'année,
En 2022, ils représentaient quasiment la moitié des CDDU, alors qu'en 2024, ils ne représentent plus que le tiers. Ouais, alors là-dessus, oui, si je fais un commentaire, c'est que, bon, déjà, vous voyez qu'il y a moins de... Par personne, il y a moins d'heures de travail, hein, c'est-à-dire bon, il y a eu une baisse globale du nombre d'heures de travail, il y a eu une re-répartition, mais enfin, en fait, les salariés travaillent moins. Il y a des forts volumes de travail pour les salariés en CDDU dans le secteur, du fait même du temps de fabrication des productions de films d'animation. Et l'illustration forte, c'est sur le dernier bullet point du slide, c'est-à-dire que ça affecte aussi des personnes qui étaient assez demandées et qui travaillaient beaucoup. Elles travaillent moins maintenant. Tout le monde travaille moins, en fait. Alors, un dernier indicateur très révélateur de cette crise, c'est le nombre de primo-entrants. On en compte un peu plus de 1000 en 2024. C'est un quart de moins qu'en 2023 et c'est presque moitié moins qu'en 2022. La part de primo-entrants en 2024, elle est de 11%. C'est la part la plus faible sur les 6 dernières années. Et là, on monte les 6 dernières années parce que c'est notre période d'observation. Mais même sur les 20 dernières années, le secteur n'a jamais eu une part de primo-entrants aussi faible. Ouais, alors ça aussi, ça illustre deux choses. Hein. D'abord, il y a un moins bon taux d'absorption du marché du travail dans l'animation. Peut-être une plus faible attractivité, mais alors en parallèle, la formation a été moins vite que la tendance. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a de plus en plus d'écoles et de personnes qui sont formées. Donc, il y a un moment, il y a un petit hiatus à ce niveau-là, comme le montrent les chiffres. On passe ensuite, on va regarder l'activité et l'évolution par filière, par famille de métiers. Alors cette nomenclature de famille de métiers nous a été proposée par la CPNEF, donc j'en profite pour remercier Ségolène qui doit être par là, Ségolène Dupont. Alors pour lire ce graphe, il suffit donc pour chaque famille de métiers de comparer la ligne verte qui correspond à 2024 avec les lignes jaunes et bleues qui sont au-dessus, qui correspondent respectivement à 2023 et 2022. Si la ligne verte est plus petite que les deux autres, c'est qu'on a une baisse des effectifs sur cette filière-là. Et donc là, ce qu'on observe, déjà, on voit que un quart des salariés du secteur en 2024 occupent un poste d'animateur. Et on a beaucoup de métiers qui sont à la baisse. Notamment les métiers les 3 filières les plus importantes en effectifs. On a l'animation, la gestion de production et le layout qui sont en forte baisse d'effectifs. On a quelques métiers stables avec l'infographie et le développement et exploitation pipeline réseau. Et on a très peu de métiers en hausse. On a une filière, notamment la direction artistique, mais qui concerne très peu d'effectifs. Oui, bon, là aussi, je vais me répéter un peu, mais ça illustre la baisse d'activité, puisque évidemment, c'est sur les familles de métiers qui sont les plus importantes et liées le plus directement à l'activité que vous avez une baisse en fait, de métiers. Les 3 animations, layout et gestion de production. Si on fait un focus sur les CDDU, donc qui sont 7666 en 2024, donc soit 84% des contrats du secteur, les 3/4 d'entre eux n'ont travaillé que pour un seul employeur. Donc c'est une fidélité qui est très spécifique à l'animation. Globalement, dans les autres secteurs, les intermittents sont un peu plus volages, mais voilà. On a 63% des CDDU qui ont moins de 35 ans en 2024, donc on est toujours sur un secteur plutôt jeune. Le nombre de techniciennes, il a augmenté de 35% entre 2018 et 2024. Là, on le voit sur la pyramide des âges, si on regarde les 25-35 ans. Là, vous voyez, en clair, c'est les effectifs féminins en 2018 et en plus foncé, c'est en 2024. Et là, on voit bien sur la période entre 25 et 35 ans, sur la tranche d'âge, pardon, entre 25 et 35 ans, on voit que pour certains âges, on a doublé les effectifs en quelques années. Dans le même temps, le nombre de techniciens hommes a diminué de 3%.
Ouais, alors on va passer tout à l'heure à la féminisation, qui est plutôt justement dans les tendances positives, mais qu'on a observé depuis 2018. Donc on va rentrer dans le détail. Là, on voit que cette tendance, elle perdure. C'est-à-dire qu'il y a une féminisation des métiers, même dans les métiers techniques, on va le voir tout à l'heure. Alors, ce qui est curieux, c'est que la crise impacte moins les salariés féminins que masculins au niveau des chiffres. C'est assez curieux. Sur le point, 74% des personnes en CDDU qui n'ont travaillé que chez un seul employeur en 2024, on a à peu près cette tendance depuis des années. Ça tient beaucoup au processus de fabrication aussi, au fait que les personnes, quand elles sont engagées, comme le temps de fabrication est long, elles restent longtemps chez un même employeur sur une période d'1 an. Alors, le taux d'évolution, il est plus élevé pour les femmes que pour les hommes. Par contre, entre 2023 et 2024, les deux ont autant baissé. Voilà. Bon. Je voulais faire une petite note positive. Oui, je vois, mais tu vois, pour sa première participation, Thomas a décidé d'être factuel. Ça, je vois. Les faits. Donc la féminisation du secteur, en 2024, on compte plus de 4000 femmes qui travaillent dans la production de films d'animation. Après une progression constante entre 2019 et 2023, parmi les primo-entrants, la part de femmes a augmenté jusqu'à 50% et elle s'est maintenue en 2024. Donc, ça veut dire que la parité a été atteinte chez les primo-entrants en 2023 et en 2024, cette parité a été maintenue. Après 6 années d'augmentation, en passant de 37 à 44%, la part des femmes au sein des effectifs du secteur, elle demeure stable en 2024. Et ces évolutions, c'est les mêmes, peu importe les indicateurs qu'on prend. Si on prend les effectifs, le nombre d'heures ou la masse salariale, on va avoir la même augmentation entre 18 et 23 et une stabilisation en 24. Ouais, bon, je vais refaire une note positive, hein. Ça fait partie des tendances de fond et on va de plus en plus vers la parité et on le verra dans pas mal de familles de métiers. Donc c'était plutôt, par rapport à mon introduction, les tendances qui étaient plutôt favorables et positives du secteur et qu'il faut souligner quand même. Si on regarde par filière de métier, la filière de l'animation, donc, qui est la plus importante, on l'a dit tout à l'heure, qui représente un quart des postes du secteur. Dans cette filière-là, on compte 43% de femmes, c'est 6 points de plus qu'en 2020. On a pas mal de métiers entre 2020 et 2024 qui se sont féminisés, notamment le compositing ou le layout, où on a une augmentation de 7 ou 10 points de la part de femmes. Et on a des fonctions qui sont historiquement très féminisées, comme la distribution, où on a 3/4 de salariés femmes, et la gestion de production, où on en a plus de 2/3. Alors, cette féminisation du secteur, regardons si elle s'applique également sur des postes à responsabilité. Quand on regarde la part de femmes chez les cadres, depuis 2018, chez les cadres en CDI et en CDD de droit commun, elle a augmenté de 3 points. Alors ici, on est en équivalent temps plein. Et donc, on est passé de 41% de femmes à 44% en 2024. Donc, ça fait une augmentation. Et c'est globalement des chiffres qui sont très proches des parts de femmes qu'on a évoquées tout à l'heure sur le secteur. Donc, la part de femmes est à peu près la même chez les cadres qu'ailleurs. Voilà un point positif. Qu'en est-il des CDDU? Chez les CDDU, on observe aussi une augmentation de la part de femmes chez les cadres. Depuis 2018, cette part de femmes a augmenté là, de 6 points. Donc on part de 33% en 2018 et on prend quasiment un point par an pour arriver à 39% en 2024. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que les taux de femmes chez les cadres, il est plus bas chez les CDDU que chez les CDI. On est à 39%, alors que chez les CDI, on est à 44%. Par contre, la progression depuis 2018, elle y est plus forte. Oui, alors par rapport à tout à l'heure, parce que je disais que je donnais des notes positives, mais c'est vrai que là, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, quand j'ai commencé à présenter les études, en fait, on s'apercevait que dans les métiers dits de plateau ou techniques, c'était assez peu féminisé. Là, on voit que ça se féminise plus et qu'en plus, il y a des chefs de poste, je pense, ou des gens qui ont des responsabilités. Donc, c'est plutôt une bonne tendance. Et c'est d'ailleurs une tendance il faut saluer le secteur de l'animation sur cette tendance, parce que dans d'autres secteurs du spectacle, ce n'est pas le cas. C'est moins le cas. Alors, on peut regarder les dynamiques régionales maintenant.
Alors, on a une baisse de l'activité qui est observée dans la plupart des régions entre 2022 et 2024. Notre podium de 2022 et 2023, les 3 régions sont en baisse. Donc, l'Île-de-France voit sa masse salariale baisser entre 2022 et 2024 de 15%. Pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est une baisse de 21%. Et pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une baisse de plus d'un quart. Donc, parmi les 8 régions les plus actives, on a l'Occitanie qui tire son épingle du jeu parce que c'est la seule à avoir une hausse importante avec 13% d'augmentation de masse salariale entre 2023 et 2024. Notons que sur les dernières années, le poids de l'Île-de-France, que ce soit en 2022, c'est-à-dire à une période où il y avait une activité forte, ou en 2023 ou 2024 sur des périodes plus compliquées, la part de masse salariale de l'Île-de-France sur le secteur se maintient à 75%. Ce qu'on peut retenir de ça, c'est que la crise du secteur n'a visiblement pas engendré pour le moment de centralisation ou de décentralisation. Voilà. Oui, moi ça aussi c'était une tendance au développement en région. Alors c'est vrai que l'Occitanie c'est assez étonnant par rapport aux autres années. Et d'après ce qu'on voit, je vais spolier le prochain slide, c'est la Haute-Garonne qui tire vers le haut. On est passé de 9 à 22 établissements en Haute-Garonne entre 2023 et 2024. Oui, tout à fait. Au niveau départemental, on a 2 départements en particulier qui ont le vent en poupe, c'est les Hauts-de-Seine et la Haute-Garonne. Notons quand même que la Charente, malgré une baisse d'activité, est le département hors Paris qui pèse toujours le plus dans le secteur, avec environ 9% de masse salariale. Et environ 1200 salariés, ce qui est pas mal à l'échelle nationale. Ah, on va arriver sur une note positive. On n'a pas apporté beaucoup de bonnes nouvelles. Donc si Tu vous... sais que tu y mets du tien, François, on te remercie. Si vous le voulez bien, je vous propose de finir sur une petite note positive. Quand on regarde les chiffres du tableau de bord du Data Lab Audience, on observe une stabilisation en 2025 du marché de l'emploi sur les 8 premiers mois, avec une baisse des effectifs qui est limitée à 2% et une masse salariale qui repart doucement à la hausse avec plus 1%. Donc, ça veut dire qu'à temps de passage égal, la baisse observée entre 2022 et 2024, elle ralentit fortement en 2025. Ce qu'on voit là sur le graphique, c'est la courbe violette 2025, et on voit que depuis le mois d'avril, elle dépasse la courbe bleue, qui elle est la courbe 2024. Et donc sur les données d'activité mensuelle, c'est la première fois depuis 2 ans, en avril 2025, qu'on repasse que l'activité est supérieure au même mois l'année précédente. Donc c'est un signe plutôt positif. Alors sans pour autant retrouver le niveau d'activité qu'il y avait en 2022, mais au moins le niveau d'activité de 2025 semblerait être au moins du même niveau que celui observé en 2024. Alors pour la suite, pour le reste des mois, il faudra revenir à l'édition prochaine ou consulter mensuellement le tableau de bord du Data Lab Audience. Merci beaucoup pour votre attention et on est ouvert à toute question. Merci beaucoup. J'en ai peut-être une pour commencer, merci. Est-ce que l'indicateur que vous nous avez montré à la fin concerne aussi les primo-entrants, puisque c'est un des points quand même... Non, c'est les effectifs uniques. C'est en global. Des questions, peut-être. Oui. Là-bas. Elliot arrive avec un micro. Bonjour, Céline Durieux de chez Faust. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui relève d'audience, mais c'est quelque chose qu'on a déjà abordé plusieurs fois au RAF ces dernières années. Moi, ce tableau de tranche d'âge là me déprime chaque année. Et encore, je sais que dans votre étude, il y en a d'autres qui sont encore plus détaillées. Est-ce qu'un jour, on aura une étude qui nous explique ces baisses passées 35 ans de gens qui disparaissent dans le secteur sur la question du maintien de l'emploi dans le temps? Alors, on va reprendre celle-ci, c'est ça? Ouais. Alors, c'est pas que les gens disparaissent, selon moi, c'est qu'ils n'ont pas encore vieilli, en fait. C'est des chiffres que vous... Enfin, dans vos stats, c'est des chiffres qui sont quand même constants depuis 2014. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, tous ceux qui se retrouvent dans vos tranches de 30 à 40, depuis le temps, on devrait au moins les retrouver dans la tranche 40-50.
Et c'est pas le cas. Et je pense notamment à un tableau que là vous n'avez pas présenté dans ce. Je suis très attentivement cette étude audience chaque année. Et il y a un autre tableau que vous avez où on voit vraiment les tranches d'âge en elles-mêmes chaque année depuis 15-20 ans. Et on retrouve jamais les gens qui passent la quarantaine, quoi. Alors on les retrouve dans les permanents. Ce qui est Il y en a une part peut-être qui très deviennent permanents. ce qui est une part très restreinte du secteur. Oui. On a quand même une hausse, parce que tout à l'heure je parlais des CDI et des permanents, on a quand même une hausse de 54% de CDI, enfin de permanents, mais c'est majoritairement des CDI depuis 2018. Donc bon, on peut se dire qu'il y a des personnes qui sont aussi restées et qui sont devenues permanentes. Après c'est vrai que je pense qu'il y avait aussi un élément par rapport à ce que vous dites. Hein, j'entends totalement, et puis je ne vous vois pas, mais je pense savoir qui. Enfin bon, on en a déjà parlé. Je pense qu'il y a aussi un élément, c'est qu'à un moment, il y avait beaucoup de primo-entrants et beaucoup de jeunes qui arrivaient, enfin de personnes qui sortaient des écoles, et que la moyenne d'âge était assez bas. Mais si vous voulez, on trouve. L'animation est un secteur assez jeune, mais globalement, moi j'ai vu des indicateurs sur d'autres secteurs du spectacle. En CDDU, vous avez une moyenne d'âge très jeune, enfin relativement jeune, c'est 35-40 ans, hein, c'est pas plus. Alors après, je ne sais pas si les personnes disparaissent. C'est qu'en tout cas, ça serait intéressant de comprendre pourquoi en fait. Pourquoi ça se maintient comme ça et pourquoi les gens. Enfin, c'est des chiffres qui sont quand même assez parlants, quoi. Et on les voit, ces chiffres, mais on n'a pas les raisons. Et ça serait intéressant aussi pour nous aider à faire évoluer le secteur dans le bon sens, dans le maintien de l'emploi dans le temps, encore une fois, quoi. Mais merci pour les réponses. Malgré tout. Malgré tout. Bon. Une autre question. Sinon, juste peut-être, oui. Peut-être pour réagir par rapport à la question qui a été posée, si tu peux Stéphane revenir, Thomas, sur le graphique qui était exposé. Il y a une partie de la réponse déjà, c'est la différence entre les parties claires et les parties foncées, puisqu'en fait, grosso modo, les parties claires correspondent aux structures d'âge où on a perdu du monde, par exemple chez les hommes, et les parties foncées correspondent aux structures d'âge, aux tranches d'âge sur lesquelles on a gagné des effectifs entre 2018 et 2024, si je ne me trompe pas. Donc on voit effectivement, au moins sur cette dynamique-là, sur ces 6 ans, hein, qu'on perd des effectifs chez les hommes beaucoup, hein, alors qu'on en gagne beaucoup du côté des femmes. Il y a certaines tranches d'âge effectivement chez les hommes, on le voit là, c'est un peu difficile à lire, mais aux alentours de 50 ans, on voit bien que chez les hommes, on a perdu des effectifs entre 2018 et 2024. Là où on en perd plus rarement, sauf tout en haut peut-être, du côté des femmes, il va falloir le regarder de manière à peu près précise, mais vous avez déjà un premier élément de réponse par rapport à la question que vous posiez. Il n'est peut-être pas complètement satisfaisant, mais déjà là, on a quelques indications sur ce qui se passe sur certaines tranches d'âge. Et on voit effectivement que, pour le coup, sur pas mal de tranches d'âge, on perd en effectif du côté des hommes, alors que ce n'est pas du tout la même situation du côté des femmes, mais ça tient au mouvement de féminisation du secteur. Je ne sais pas si je vous ai un peu aidé, mais voilà, je vous ai apporté ces quelques précisions. Oui, Arnaud Lacaze à Gobelin à nouveau. Sur la féminisation, est-ce que vous pourriez revenir sur le tableau où on voit les évolutions et en fait, ce qui m'a frappé, c'est le différentiel. Oui, celui d'avant, que vous venez juste de montrer. Alors, lequel? Hop, voilà, top. Celui-là. Ouais. Non, la féminisation. Voilà, ici, ouais. On observe un différentiel de 4 points entre la masse salariale et les effectifs. Est-ce que vous êtes en mesure d'indiquer si c'est un différentiel de rémunération qui est dû à des fonctions ou des activités différentes, ou bien parce que juste les femmes sont moins bien payées que les hommes? Et si c'est réponse 2, est-ce que ce n'est pas un élément explicatif du fait qu'elles sont moins soumises à l'érosion que les hommes? Alors, avec ces indicateurs-là, on ne peut pas conclure à partir de ces indicateurs, en tout cas, que les femmes sont moins payées que les hommes à volume de travail égal ou à poste égal. Parce qu'en plus, là, c'est même si on a le nombre d'heures qui nous donne le volume de travail, même avec le nombre d'heures qui nous donne le volume de travail, on peut pas.
on ne peut pas être sûr que c'est des problèmes de rémunération. Non. Bah non, parce que c'est en grande masse. Oui, en plus, on mélange, voilà, c'est ça en fait, pardon, je me suis perdu, on mélange les CDDU et les CDI ici, donc on mélange les emplois qui sont différents. Il faudrait pourquoi pas... Il faudrait faire des coupes, c'est-à-dire... en plus, alors, le CNC va mettre en place un observatoire de la parité, donc on aura peut-être des éléments sur les salaires, mais c'est assez complexe, vous ne pouvez pas tirer ce type de conclusion sur des grandes masses, parce que si vous prenez par exemple... D'abord, il y a des métiers qui sont traditionnellement occupés par des hommes et qui sont mieux payés que des métiers qui sont traditionnellement occupés par des femmes. Je donne un exemple, alors c'est moins le cas peut-être en animation, je n'ai pas les grilles de salaire en tête. Tous les métiers de gestion de production, d'administration de production sont parfois moins payés que certains métiers techniques, à équivalence, à disons, responsabilité équivalente, mais dans d'autres filières. Or, comme vous l'avez vu, il y a pas mal de métiers en gestion de production, en fonction support, qui sont occupés par des femmes. Et donc il y a tous ces éléments-là qu'il faut avoir en tête. Ce qu'il faudrait, c'est, si vous voulez, vous prenez une tranche, par exemple, sur un secteur ou une famille de métiers, et vous comparez les salaires. Là, on peut tirer des conclusions. Mais avec des grandes masses comme ça, on ne peut pas tirer de conclusions. Et en plus, même dans le cadre où vous prenez, par exemple, en coupe, une filière de métiers et vous comparez les salaires hommes-femmes, ce qu'il y a aussi... c'est qu'il y a une question d'ancienneté ou d'expérience. Si vous avez plus de femmes qui sont primo-entrantes, elles vont être moins payées que des personnes qui sont dans le même poste depuis longtemps, même si c'est des gens en CDDU. Donc c'est extrêmement complexe de tirer des conclusions. Même si le principe, c'est qu'il faut qu'il y ait égalité de traitement. Moi, je suis totalement d'accord. Mais si vous voulez, c'est ce que les exemples que je vous donne, ça ne vous permet pas de tirer une conclusion sur des grandes masses avec des lignes en disant les effectifs s'étend, la masse salariale s'étend, le nombre d'heures s'étend. Donc ça veut dire que les femmes sont moins payées que les hommes, quoi. La féminisation, elle infuse d'abord sur les métiers plus juniors et donc voilà, sur les métiers qui sont peut-être plus seniors, vu qu'il y a moins de femmes, forcément, vu qu'on ne regarde pas à âge égal, les différences là, de masse salariale et d'effectifs, elles ne sont pas... En fait, il faudrait regarder à tranche d'âge égal, en fait. Voilà. Oui, en plus. Bon, ben, c'est pas encore ça, mais on s'y avance doucement. Il y avait encore une question. Oui, pardon, vas-y. Oui, bonjour, Cédric Chapelot pour la CNT, syndicat anarcho-syndicaliste. C'est vrai que ça fait plusieurs années que je viens aux tables rondes syndicales notamment et que j'évoque la situation des seniors, que j'avais un peu ironisé l'an dernier en disant que c'était des Pokémon Shiny qu'on n'arrivait pas à trouver. Et ce qui est assez dramatique, et je le vois dans le syndicat, c'est que les personnes qui sont au-dessus de 50 ans, et c'est tout à fait vrai, finalement, on change de secteur tout simplement. Et une des raisons, je ne dis pas que c'est forcément généralisé, mais une des raisons, c'est que les coûts de production en fait, sont de plus en plus réduits, ou en tout cas sont équivalents, et que les salariés qui sont seniors sont de mieux en mieux payés avec les politiques de rémunération de certaines entreprises, ce qui est parfaitement logique, mais qui du coup, face à la concurrence, parce que c'est comme ça que c'est vu, c'est face à la concurrence des étudiants et étudiantes qui sortent d'école, les étudiants sont moins bien payés, et du coup on remplace les effectifs seniors par des juniors. Et j'ai vu moi personnellement beaucoup de mes collègues, après avoir travaillé 10 ans dans l'entreprise, juste ne plus avoir de boulot, sans même qu'on leur explique les raisons. Bon, les raisons, on les connaît, elles sont économiques, c'est des choix qui sont faits parfois. Mais en tout cas, c'est pas à négliger. C'est vrai que ça fait plusieurs années que j'évoque ce sujet-là et c'est à mon sens très important, surtout au vu de ce qui a été négocié au niveau national sur les CDI, enfin sur l'expérimentation des CDI seniors. Enfin, je sais que c'est pas ce nom-là, mais validation d'acquis d'expérience, je crois. Mais en tout cas, ce serait intéressant de voir dans le cinéma d'animation quelle perspective on peut avoir sur ce genre d'analyse, quoi. Et sinon, j'avais une petite question, c'est par rapport au CDI, la baisse des CDI. Est-ce que vous savez si c'est lié à on va dire un licenciement économique, quel type, est-ce que vous avez un détail un peu des situations de chacun et chacune, à quoi c'est lié le fait qu'il n'y ait plus de CDI, c'est des boîtes confirmées, c'est juste des départs, des démissions, enfin c'est un peu incomplet.
on n'a pas ce type d'indicateur. On le voit par rapport à la DSN en volume. On n'a pas des indicateurs aussi fins. Il y a eu des fermetures. Donc il y a dû y avoir des impacts sur les CDI, ça tout le monde le sait. Mais après, voilà, je ne peux pas être tellement plus précis que ça. Avec les éléments qu'on a. Ça peut être la baisse de primo-entrants. Les gens qui s'en vont sont moins remplacés quand il y a peu de primo-entrants. Une dernière question. Benoît Rogers de 3TVF, je suis tout en haut. En termes de revenus, puisqu'on a les informations par tranche d'âge, et notamment sur les primo-entrants, est-ce qu'on peut avoir une indication de l'évolution du salaire des primo-entrants et donc une éventuelle baisse qui sera liée à la crise? Non. Vous avez des éléments sur les salaires dans l'étude qui est détaillée, mais là, par rapport à votre question, non, je ne pourrais pas répondre. Il faut que je rapproche le micro, c'est ça? Parce que je vois des petits gestes. Bon, par rapport à votre question, je ne pourrais pas vous répondre sur ce sujet. Il y a de toute façon les minima conventionnels, qu'évidemment on ne peut pas payer les personnes sous les minima. Très souvent, les primo-entrants sont payés au minima. Les minima ont évolué. Cette année, il n'y a pas eu de négociation, mais il y a une évolution régulière des salaires minima de la branche en production de films d'animation. Donc, voilà ce que je peux vous répondre pour le moment par rapport à votre question. Merci. Une dernière question? Oui, en bas à gauche. Bonjour, Félix Ferrand de Sim Studio. Encore une fois, je sais que vous ne pouvez pas avoir ces marqueurs, mais évidemment, ce qu'on ne voit pas là, c'est le nombre de personnes qui sortent des écoles. Parce que quand on voit l'activité baisser, on se dit, bon, c'est pas bien grave, il y a 10% de chômeurs en plus. Sauf qu'en réalité, il y a quasiment un quart du nombre de personnes qui travaillent aujourd'hui en France. Il y en a un quart qui se rajoute chaque année. Donc, entre guillemets, quand on voit votre courbe descendre, il faut rajouter à chaque fois de manière exponentielle le nombre d'étudiants qui sortent. Je sais qu'on ne les a pas, ces chiffres. Je sais que vous avez pointé aussi au niveau de l'éducation que ça augmente. Il faudrait qu'on arrive un jour à les avoir une idée du nombre d'étudiants qui sortent, en fait, pour voir vraiment la courbe de chômage augmenter. Moi, je fais un studio, entre guillemets, les gens qui sortent, je m'y intéresse humainement, mais professionnellement, moi, je ne les vois pas. Je pense que vous, malheureusement, vous ne les voyez pas forcément non plus, parce qu'audience, voilà. Il faut qu'on arrive à savoir combien il y a d'étudiants qui sortent des écoles chaque année et qu'on les mélange à ces chiffres. Je pense que ça va devenir important. Juste pour vous rappeler que demain, on aura, alors ça ne répond pas exactement à ces critères-là, mais au moins demain, on parlera l'ORECA viendra présenter les écoles labellisées. Et dans les critères de labellisation, je parle sous le contrôle des gens d'URECA, mais il y a au moins... il y a aussi les chiffres exacts, en tout cas, de placement, ce qui est déjà un critère qui va permettre, en tout cas, de savoir exactement, de ne pas avoir l'impression que certaines écoles placent 99%, si, tu vois, c'est pas, voilà. Juste, c'est un critère de transparence, etc. Ça ne répond pas à votre question, mais ça fait partie de cette démarche aussi vers quelque chose qui peut permettre aux étudiants, à leurs familles, de se repérer dans les offres de formation, etc. Mais on en reparlera demain. On va vous remercier. S'il n'y a plus de questions, on va vous remercier encore une fois pour cette présentation. Bravo Thomas pour ta première. Merci. Qui n'est pas dans un contexte très joyeux, voilà, mais c'est comme ça. Donc merci.